Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis qui met le cap sur la Chine en pleine festivité de Nouvel An lunaire, anxieuse de voir jusqu'où montera la vague du Covid. Hôpitaux saturés, morts par dizaines de milliers, la fin brutale de la politique zéro Covid le 7 décembre dernier se traduit par une contagion sans précédent. Mise en cause, Xi Jinping est fragilisé, mais il mise tout sur la relance de l'économie chinoise une fois le pic de l'épidémie passé. Guerre en Ukraine, inflation, crise climatique, le FMI est pessimiste pour l'économie mondiale en 2023. C'est dire si on attend avec anxiété de voir comment la Chine va gérer la vague énorme d'infections qui touche une population peu immunisée du fait des confinements à répétition et de vaccins peu efficaces. The Economist estime qu'elle pourrait faire 1,5 million de morts. Pour le moment, les chiffres officiels sont de 60 000 décès. Mais le magazine britannique s'attend aussi à ce que le pire soit passé en mars et que le pays redémarre enfin, relançant l'économie mondiale, avec le risque de faire repartir le coût de l'énergie à la hausse et d'alimenter l'inflation. D'autres experts estiment au contraire que l'économie chinoise va s'affaiblir, accentuant une récession globale. Parmi ceux-là, Nouriel Roubini, surnommé Docteur Catastrophe, pour avoir prédit la crise des subprimes en 2008. Il vient de publier un livre au ton apocalyptique intitulé « Méga menaces » qui met en danger notre avenir. Nous demanderons à notre invité, Marc Lapérouza, spécialiste de l'économie chinoise, comment il voit les choses après ce sujet de Mélanie Ohaillon. Dans cet hôpital de Shanghai, les malades du Covid sont soignés en urgence, jusque dans le hall d'entrée. Les patients ne cessent d'affluer depuis l'abandon brutal de la politique zéro Covid début décembre. Les médicaments contre la fièvre sont rationnés, faute de stock suffisant. On aurait pu préparer des stocks de médicaments avant de lever les restrictions. C'est la faute du gouvernement. Soit on est confiné de manière stricte, soit toutes les mesures disparaissent d'un coup. 70% des habitants de Shanghai auraient déjà été infectés. Les crématoriums sont débordés, mais la plupart de ces décès ne sont pas attribués au virus. Si on n'a pas la preuve d'un test PCR, comment peut-on savoir? On ne fait plus de tests et on ne compte plus. Alors que le virus se propage rapidement dans tout le pays, Pékin persistait à ne déclarer qu'une trentaine de décès pendant des semaines. Le gouvernement chinois a finalement admis au moins 60 000 morts en un mois. L'OMS a une nouvelle fois déploré le manque de transparence de la Chine. Depuis le début de la pandémie, la Chine a toujours partagé les informations et les données pertinentes avec la communauté internationale avec une attitude ouverte et transparente. Plusieurs études prévoient entre 1 et 2 millions de morts du Covid en Chine dans les prochains mois. Pour le nouvel an lunaire du 22 janvier, les gares sont à nouveau bondées. Beaucoup profitent de la levée des restrictions pour rejoindre leurs proches en campagne. Ou bien plus loin encore. Papy, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as grandi? La suppression de quarantaine pour les voyageurs à peine entrée en vigueur, de nombreuses familles se retrouvent après 3 ans d'isolement. Toute ma famille est ici pour le Nouvel An et ça fait 3 ans. Ça fait trop longtemps. Je suis si heureuse d'être de retour et de respirer l'air chinois. Les réservations de voyage ont explosé. Corée du Sud, Thaïlande, Japon font partie des destinations les plus prisées. Mais l'afflux de touristes en pleine flambée épidémique inquiète de nombreux pays qui redoutent l'apparition de nouveaux variants. Contrairement à la Suisse, une douzaine d'États ont déjà imposé des restrictions d'entrée pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Comme la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud ou les États-Unis qui exigent un test négatif. Le Maroc leur a purement interdit l'accès à son territoire. Des mesures inacceptables pour Pékin qui vient de suspendre la délivrance de visas pour les Japonais et les Sud-Coréens qui transitent en Chine. Nous nous opposons avec fermeté à toute tentative de manipuler les mesures de prévention épidémique dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures selon le principe de réciprocité.
D'autres pays, en revanche, se réjouissent du grand retour des voyageurs chinois. La Thaïlande leur avait même réservé un accueil spécial, ravi de relancer un tourisme en berne. Bonjour Marc Lapérouza. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'économie chinoise que vous enseignez à l'EPFL. Alors on voit bien le paradoxe. D'un côté, on a le secteur du tourisme qui se frotte les mains. De l'autre côté, on a une hécatombe avec le Covid face à une population âgée, mal protégée. On avance des chiffres évidemment invérifiables, 35-37 millions d'infections tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces chiffres ? C'est une situation extrêmement complexe. Il y a effectivement un problème sanitaire en Chine, la sortie de ce zéro Covid qui a été mis en place par Xi Jinping. Et puis il y a des intérêts économiques qui restent. La Chine a longtemps été un moteur de croissance pour l'économie mondiale. Et là, c'est vrai que pendant 2 ans, il y a eu un ralentissement important, ce qui pose du reste un certain nombre de problèmes au gouvernement chinois. Alors l'économie, on va y venir un petit peu plus tard, mais bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que finalement, on est maintenant dans une situation où on a énormément de gens qui commencent à bouger. Le Nouvel An chinois, ça va être 2 milliards de voyages, de trajets, sans doute une infection majeure dans les campagnes. Comment le gouvernement chinois va gérer ça ? C'est vrai que cette question du Nouvel An chinois est vraiment intéressante parce que c'est le moment où les ouvriers qu'on a amenés sur les régions côtières, là où s'est développé quelque part la Chine, rentrent chez eux. Donc c'est un moment extrêmement important dans l'année chinoise. Et durant 2 ans, effectivement, ces gens n'ont pas forcément pu rentrer. Certains sont rentrés, mais là, on s'attend à des taux de retour de quasiment 90% pré-Covid. Donc oui, il y a un problème qui peut augmenter. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les campagnes sont mal préparées d'une certaine manière. Alors c'est vrai que ce qu'on oublie parfois en Chine, c'est qu'on voit souvent la Chine très développée, les villes comme ça, qui sont comparables à des villes occidentales. Et il y a une deuxième Chine, qui est la Chine un peu de l'arrière-pays, dans les campagnes, où effectivement les infrastructures ne sont pas au même niveau que dans les régions côtières. Et c'est probablement là, effectivement, que le système de santé va souffrir le plus. Alors ce qu'on voit, c'est qu'après 3 ans de cette politique zéro Covid, finalement, la Chine a tout misé sur le test. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés pour tester la population. Il y a aussi une dimension policière. Mais finalement, les hôpitaux sont très mal préparés. Il n'y a pas de médicaments. Donc finalement, le gouvernement chinois a été assez disons, léger, on va dire, sur cette histoire. Alors je ne sais pas s'il a été très léger, mais c'est plutôt un constat qu'effectivement, la Chine est d'une certaine manière encore un pays en voie de développement. Et donc, si on revient un peu en Suisse ou en Europe, on se rend compte que dans les pays les plus développés, on a vu que aussi nos systèmes de santé ont souffert durant cette période. Donc dans ce sens-là, on a un pays qui est encore en développement. Donc on peut s'imaginer à l'échelle de la Chine qu'effectivement le problème est d'autant plus important. On parle aussi du problème lié au vaccin. Les Chinois ont leur propre vaccin. Ils ont d'ailleurs été très généreux au début. Ils le distribuaient gratuitement. Mais ce vaccin, il n'est pas très efficace et ils ne veulent pas des vaccins les plus efficaces. Comment ça s'explique, ça ? Alors là, je pense qu'il faut peut-être un petit peu... nuancer cette efficacité des vaccins. Les études montrent qu'à 3 doses, le vaccin chinois est aussi efficace que les vaccins qu'on trouve en Occident. Par contre, à 2 doses ou 1 dose, il est moins efficace. Et en fait, toute la problématique est là, c'est que les populations à risque, les 60, 80 et plus en Chine, en fait, n'ont pas reçu les 3 doses. On estime que seulement 40% des 80 et plus, les seniors qui ont 80 ans et plus, ont reçu 3 doses. Et donc, c'est cette population à risque qui pose problème. S'il y a effectivement quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, c'est la capacité du gouvernement chinois à encourager les seniors à se vacciner. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on se retrouve effectivement avec des hôpitaux engorgés de personnes fragiles comme des personnes âgées. Oui, effectivement. Mais les hôpitaux engorgés, on les a aussi connus en Europe. Ouais. Et c'est là où, de nouveau, il faut se rappeler, voire aux États-Unis. Donc, dans ce sens-là, c'est un constat que l'appareil sanitaire est finalement sous-dimensionné. Alors effectivement, Xi Jinping n'avait sans doute pas prévu de devoir arrêter aussi brutalement cette politique zéro Covid. On va voir avec Anne Delette et notre correspondant Michael Pecker quelles peuvent être les conséquences politiques pour Xi Jinping. On se retrouve juste après. La Chine fête le 22 janvier le Nouvel An lunaire, après des années de confinement. Si cette fête est pour beaucoup de Chinois l'occasion de réjouissance et d'espoir, pour le président Xi Jinping, ces célébrations risquent d'avoir un goût amer, fragilisé qu'il est par l'abandon de sa politique zéro Covid.
Alors, l'image de Xi Jinping sort fortement fragilisée de cette crise pour la simple et bonne raison que le zéro Covid avait été présenté comme sa politique signature. Ce devait être le symbole de supériorité du système de gouvernance chinois sur les démocraties occidentales. Et la sortie en catastrophe du zéro Covid montre en fait un échec de la gouvernance chinoise qui, malgré un certain succès du zéro Covid sur 1 an et demi, 2 ans, a failli complètement à préparer la sortie de cette politique. Elle a redoublé de contrôle, mais elle n'a pas vacciné les plus âgés ou les personnes vulnérables. Elle n'a pas préparé le pays sur le plan sanitaire et s'est laissée déborder et donc fait face aujourd'hui à une situation de crise dramatique dans les hôpitaux, etc. Et ça, c'est un échec. Oui, c'est un échec pour Xi Jinping dont l'autorité aujourd'hui est entamée. Les Chinois ne risquent-ils pas de se révolter lorsqu'ils découvriront l'ampleur de la catastrophe et l'indigence du pouvoir ? Alors, les Chinois ne sont pas contents, surtout ceux qui ont perdu un proche ou des connaissances, et il y en a beaucoup ici. Maintenant, pour autant, est-ce qu'ils vont descendre dans la rue comme ils l'ont fait en décembre dernier pour manifester contre la politique draconienne du zéro Covid ? C'est peu probable parce que les autorités ont redoublé de vigilance en accroissant les contrôles. Et puis aussi, les Chinois veulent maintenant aller de l'avant, tourner la page après 3 ans de cette politique liberticide draconienne. Et puis politiquement, sur le plan du pouvoir, si Xi Jinping voit son image, son autorité ébranlée aujourd'hui et en ce début d'année, son pouvoir, lui, reste absolument entier. Son emprise sur le Parti communiste est sans précédent depuis Mao Tse-tung. Il l'a encore consolidé lors du dernier congrès du Parti communiste en octobre dernier. Il n'y a plus d'opposition interne, les factions adverses ont été purgées, donc on voit mal comment il pourrait être remis en question politiquement à ce stade. Mais comment les autorités vont-elles gérer cette grogne populaire ? Alors, la clé pour le pouvoir, ça va être le retour à la croissance économique parce qu'il existe ce pacte entre les Chinois et les autorités. Vous nous donnez la croissance économique, vous nous permettez de nous enrichir et puis en contrepartie, on vous donne l'autorité, on se soumet à votre pouvoir. Eh bien, ce pacte a été mis à mal, notamment par la politique zéro Covid du gouvernement ces 3 dernières années. Avec un retour espéré de la croissance, les autorités espèrent retrouver en partie cette légitimité qu'elles ont perdue. Alors évidemment, est-ce que l'économie chinoise va redémarrer ? Est-ce que les Chinois vont se mettre à consommer ? Bon, ce qui est intéressant avec la Chine encore, c'est que le modèle finalement de développement économique a longtemps été basé sur les investissements dans les infrastructures, dans les entreprises. Et ce basculement que le gouvernement chinois essaye de faire depuis un certain nombre d'années, c'est d'augmenter la consommation des ménages. Pour que les ménages consomment, il faut que les ménages aient confiance. Ouais. Et effectivement, ce n'est pas forcément une période où les ménages ont le plus confiance. Par contre, on a vu que le gouvernement chinois donne tous les signaux pour que les ménages soient encouragés à consommer. Mais comme on l'a vu aussi, les gens sont mécontents, et ça s'exprime aussi, ça. Alors, il y a une forme de mécontentement, effectivement, qui est là. Sur ce mécontentement, c'est du reste relativement surprenant parce que ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu la population chinoise être mécontente et le montrer de manière aussi ouverte qu'on l'a vu avec les démonstrations dans les rues en novembre et en décembre. Peut-être juste un petit mot sur ce mécontentement. On a tendance parfois à penser que le mécontentement est uniquement ciblé autour du gouvernement central. Ouais. Et quand les Chinois disent « Ah, le gouvernement aurait mieux pu se préparer », peut-être qu'il y a aussi un mécontentement par rapport au gouvernement au niveau des provinces et au niveau municipaux. C'est ça. Parce qu'effectivement, vous disiez, le gouvernement central reste d'une certaine manière assez populaire. Même si effectivement cette sortie du Covid n'est pas aussi idéale que l'aurait espéré, j'imagine, le gouvernement chinois et la population chinoise, à tout perdre ou à tout prendre, la population chinoise va préférer effectivement un gouvernement central fort plutôt qu'une forme de chaos où on devrait changer de gouvernement. Mais comme disait notre correspondant, le pacte, c'est on vous assure une vie plutôt tranquille, agréable. En échange, vous vous taisez, ça continue. Alors, ce contrat social, ça a été un contrat de croissance économique, effectivement, contre peut-être un petit peu moins de ne pas dire grand-chose par rapport à la direction politique. Ce qui a changé, je pense, ces 10 dernières années, y compris, alors surtout dans les villes, la classe moyenne, c'est qu'il y a une forme de, pas forcément de remplacement, mais en tout cas de superposition d'une demande de croissance économique, qui est toujours là, mais aussi une qualité de croissance. Donc, ce n'est pas forcément juste d'améliorer le pouvoir d'achat, mais c'est peut-être aussi d'avoir accès à un système de santé, à un système de pension pour la retraite. Et ça, c'est aussi un sacré défi pour le gouvernement chinois,
au vu du vieillissement de la population. C'est ça. Alors là, il y a quand même des problèmes structurels de fond. 850 000 habitants de moins, c'est la première fois, je crois, depuis les années 40. Donc une population qui vieillit, ça augure quand même mal, disons, d'une économie chinoise florissante. Alors ça, on s'y attendait un petit peu à ce vieillissement de la population. La problématique de la Chine, c'est effectivement de vieillir avant d'être riche. Nous, en Europe, au Japon, on est des populations vieillissantes. Par contre, mais on voit aussi les tensions qu'il y a en Europe par rapport aux retraites, que ce soit en Suisse, en France ou dans d'autres pays. Le problème de la Chine, c'est effectivement, c'est un pays qui vieillit, mais qui n'est pas encore riche. Ouais. Et donc, c'est un vrai enjeu pour ces populations-là. Du reste, les chiffres montrent que, alors oui, effectivement, la population a décru cette année, et c'est la première fois depuis 60 ans, mais l'espérance de vie des Chinois est supérieure à celle des Américains aujourd'hui. C'est ça, ouais. Donc en fait, il y a quand même, ça s'équilibre d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si ça s'équilibre, mais en guillemets, cette question du vieillissement, elle va être encore plus prégnante dans les années à venir. Et donc, le gouvernement chinois a besoin de croissance économique pour financer, entre autres, ses retraites. C'est ça. Et donc, cette croissance, si elle arrive, ça va être quand même mise tout au bénéfice de Xi Jinping, qui va pouvoir dire « c'est encore grâce à moi ». Alors, grâce à Xi Jinping et à son gouvernement, c'est vrai que le gouvernement chinois a réussi quand même, et on a rarement vu ça dans l'histoire économique mondiale, à délivrer de la croissance économique pendant 40 ans. Ouais. Okay. Maintenant, cette diminution de la croissance, on était à des chiffres de 10% sur 30 ans, on est passé à 5%, 4%, 3%. Il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à maintenir une croissance de 5% annuellement sur le long terme. Okay. Ouais. Donc finalement, c'est plus une question d'atterrissage en douceur ou de comment est-ce qu'on arrive à une croissance soutenue, continue, tout en délivrant effectivement des services à sa population. Alors donc on vient de voir ce qu'il en est des conséquences donc, pour l'économie de la Chine. Le FMI, lui, sur les conséquences au niveau mondial, est plutôt pessimiste, on va dire, pour 2023, même si ça évolue un petit peu. On se retrouve juste après ce sujet d'Anne Delette. La planète entière, à l'unisson en cette nuit du 31 décembre, pour célébrer la nouvelle année, avec l'espoir qu'elle soit meilleure que la précédente. Un espoir rapidement douché sur le front économique par les déclarations de la présidente du FMI. Nous nous attendons à ce que 2023 soit une année très difficile. Les trois économies principales, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, ralentissent toutes simultanément. Une tendance confirmée par l'autre grande institution de Washington, la Banque mondiale. Inquiétude là aussi d'un ralentissement économique global, chiffre à l'appui. Le taux de croissance mondial, estimé à 2,9 en 2022, pourrait dégringoler à 1,7 en 2023. Ce coup de frein est le résultat d'une inflation persistante, de la hausse des taux d'intérêt, des perturbations de l'économie chinoise, mais aussi des effets de la guerre en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a conduit à une crise énergétique majeure. À mon avis, c'est la première crise énergétique mondiale. Selon les prévisions, le ralentissement de l'économie sera particulièrement palpable dans les pays développés. La Banque mondiale prévoit en 2023 un taux de croissance très faible aux États-Unis, soit 0,5%. Dans la zone euro, elle se rapproche de zéro. Mais la guerre en Ukraine a aussi un impact sévère sur de nombreuses économies émergentes. Nous devons toujours garder à l'esprit que certains pays dépendent de l'Ukraine pour 30, 40 ou 50% de leur approvisionnement en blé, par exemple, et qu'un certain nombre de pays, africains et arabes, sont directement touchés. En Égypte, par exemple, grand importateur de blé, la livre a perdu en 10 mois la moitié de sa valeur. L'inflation galope et les denrées alimentaires sont devenues hors de prix. Les prix ont augmenté récemment, surtout depuis la guerre en Ukraine. Il y a une pénurie de céréales. De nombreux grossistes qui avaient l'habitude de nous livrer les marchandises ont commencé à fermer. Ce ralentissement de l'économie mondiale pourrait à terme produire des convulsions sociales et impacter globalement la lutte contre le réchauffement climatique. L'évolution économique de la Chine, locomotive de l'économie mondiale, sera déterminante à cet égard. Alors justement, par rapport à toutes ces prévisions mondiales, du FMI, de la Banque mondiale, vous voyez les choses comment ?
Alors déjà, sur les prévisions du FMI, on a vu qu'elles ont beaucoup évolué depuis le début de l'année. Ouais. Il y avait une forme de pessimisme juste au tournant de l'an. Et puis là, à Davos, on entend déjà des signes un petit peu différents. Ça vient potentiellement aussi peut-être de la réouverture de la Chine. On n'est pas sans oublier que la Chine, ça a été le moteur de la croissance mondiale, on va dire, ces 20 dernières années. Ouais. Et donc, cette locomotive s'était un peu essoufflée ces 2 dernières années. Peut-être que la remise en marche de l'économie chinoise donne un peu d'impulsion à l'économie mondiale. De toute façon, cette reprise, si elle a lieu, ce ne sera pas avant le 2e trimestre. Non, effectivement, la plupart des analystes s'accordent à dire qu'il peut y avoir une reprise en V, c'est-à-dire une croissance très forte à partir du 2e trimestre. La vraie question, finalement, ce n'est pas forcément la croissance en 2023, mais c'est la croissance en 2024-2025. Donc, à court terme, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une forme de revanche au niveau de la consommation, qu'on a aussi connue en Europe. Les gens recommençaient à prendre de l'avion, ont recommencé à consommer, donc il n'y a pas de raison que les consommateurs chinois ne le fassent pas d'une certaine manière. On le voit du reste aussi avec le tourisme, on voit qu'on recommence à sortir de Chine. Mais la vraie question, c'est effectivement, les problèmes structurels de la Chine ne se sont pas évaporés durant ces dernières années, et quid de 2024-2025 ? Alors, si ce n'est pas la Chine qui reste, comme vous le disiez, le moteur de l'économie mondiale, est-ce que ça peut être l'Inde ? On voit que l'Inde, évidemment, se profile, sans doute le pays le plus peuplé au monde bientôt, se profile pour remplacer la Chine, d'une certaine manière ? Alors, remplacer peut-être dans 5-10 ans, on va dire en tout cas s'additionner à la croissance de la Chine ces prochaines années. L'Inde, finalement, c'est un pays dans lequel on a beaucoup espéré sur cette croissance indienne. Elle a mis du temps à se mettre en marche. Je pense qu'il y a une grosse différence entre l'Inde et la Chine, c'est vraiment la fenêtre démographique. On l'a vu, la Chine est un pays qui vieillit, l'Inde est un pays jeune. Donc, effectivement, ça c'est un des facteurs explicatifs. L'autre facteur, c'est que l'Inde a compris une des raisons du succès de la Chine, c'était l'investissement dans les infrastructures. Et ces infrastructures indiennes sont en fort développement ces dernières années. Donc gentiment, quelque chose est en train de se mettre en place. Et enfin, l'Inde essaye aussi de récupérer une partie de la production dont la Chine ne veut plus. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, donc, cette réouverture de la Chine au monde, d'une certaine manière, c'est quand même l'événement majeur de l'année 2023. Est-ce qu'on peut dire que ça marque vraiment la fin, entre guillemets, de la pandémie, enfin le retour au business as usual ? Alors, d'une certaine manière, oui. On voit que beaucoup d'investisseurs étaient extrêmement impatients de retourner en Chine. On a vu aussi au niveau des stock exchange, des bourses, que ce soit à Hong Kong, à l'étranger, que les investissements reprennent. Mais de nouveau, les problèmes structurels restent et il y a quand même, il reste une forme de méfiance par rapport à cette année 2023. Donc les méga menaces dont fait état par exemple l'économiste Nouriel Roubini, celui qui avait annoncé la crise de 2008, ces méga menaces qui pèsent, la guerre en Ukraine, le Covid, le réchauffement climatique, tout ça, ça reste quand même. Alors, effectivement, elles vont pas partir. Alors il y en a qui sont à court terme, moyen terme et plus long terme. Et effectivement, ce qui est intéressant, de nouveau, si on revient rapidement sur la Chine, c'est aussi la position qu'ont les pays hors de Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est un rival systémique dans certains domaines, c'est un concurrent dans d'autres, mais c'est aussi un pays avec lequel il va falloir coopérer, surtout pour le changement climatique. Et donc ça, c'est effectivement, et ça peut-être, c'est lié aussi à si oui ou non la Chine va réussir à redémarrer, et les relations qu'on a avec la Chine, c'est qu'il va falloir trouver cet équilibre. C'est plus l'amour qu'on a eu ces 15-20 dernières années. Donc, on a une position un petit peu différente maintenant par rapport à la Chine. Eh bien, merci Marc Lapérouzat. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Géopolitis. Et on vient de parler de l'Inde. Eh bien, ce sera le sujet de notre prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Une fois n'est pas coutume, notre séquence ce jour-là, qui va habituellement chercher dans de lointaines archives de la RTS, va nous ramener à la première émission que Géopolitis avait consacrée au Covid, un virus dont on ne savait pas encore qu'il allait bouleverser la planète. C'était il y a près de 3 ans, le 20 février 2020, une éternité. Ce qui se passe en Chine depuis un mois est proprement inouï. Tout un pays sur le qui-vive, au ralenti. Des milliers d'usines ont été fermées, les trains à l'arrêt, les marchés vides, et les Chinois restent confinés chez eux, même très éloignés du foyer de l'épidémie. De grandes marques internationales ont fermé leurs magasins. Les unes après les autres, les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination de tous les aéroports. Il est trop tôt pour évaluer l'ampleur du choc, mais l'épidémie frappe une économie affaiblie déjà par la guerre commerciale avec les États-Unis. Plus il faudra du temps pour vaincre ce satané virus, plus ce sera dur.
La Chine pèse aujourd'hui 18% du PIB mondial. Elle ne pesait que 8% lors de la première grande épidémie de coronavirus en 2003. Le plus grand pays du monde se met en état de guerre sanitaire. L'armée est mobilisée et c'est le Premier ministre Li Keqiang en personne qui est désigné pour conduire la bataille contre le virus. À Wuhan, la construction de 2 hôpitaux pour accueillir chacun plus de 1000 malades se poursuit nuit et jour. Tout le système de santé est soumis à une énorme pression, mais il n'a pas craqué. L'OMS à Genève se résout à déclarer l'urgence internationale. Des cas de maladies sont alors diagnostiqués dans 22 pays. Au-delà des menaces et prévisions alarmistes que nous avons évoquées dans cette émission, ce qui va structurer la géopolitique mondiale ces prochaines années, c'est le bras de fer entre la Chine et les États-Unis pour l'hégémonie économique et militaire. Un bras de fer qui se joue principalement dans le champ ultra-technologique des semi-conducteurs. Joe Biden va investir 280 milliards de dollars dans la recherche et la fabrication de puces à semi-conducteurs pour maintenir l'avantage compétitif américain ces 10 prochaines années. De son côté, la Chine se sent capable de prendre le pas sur son rival en matière d'intelligence artificielle, d'informatique quantique et de robotique, les instruments de la puissance de demain. Pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture de ce passionnant article du Monde « Entre les États-Unis et la Chine, la guerre des semi-conducteurs fait rage ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous remercie de votre fidélité toujours exigeante. N'hésitez pas à voir et revoir nos émissions sur notre chaîne YouTube ou chez notre partenaire TV5 Monde. Et surtout, portez-vous bien.